Bonsoir, cher Bamba Dièye. Bonsoir, Papa Line. Le Sénégal se porte très mal. Pourquoi? Le Sénégal se porte très mal pour la bonne et simple raison qu'un pays indépendant depuis 63 ans aurait dû être capable de donner les réponses qu'il faut aux besoins d'éducation, aux besoins d'emploi, à la recherche d'une qualité de vie meilleure, à refuser que l'astreinte de la pauvreté soit la chose la mieux partagée dans notre pays. Un pays indépendant depuis 63 ans aurait dû être capable de mettre de la démocratie, de l'équité, une justice sociale et un équilibre entre les institutions. Je crois que c'est parce que nous avons raté le coche sur beaucoup de domaines, et particulièrement sur les réponses que nous aurions dû apporter à notre jeunesse, qui constitue la majorité des citoyens, qui aujourd'hui croulent sous le poids et de la pauvreté, du sous-emploi, du manque de qualification, avec aucune perspective devant elle. Et je pense que quelque part, si on se rend compte que chaque année, il y a plus de 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, sur les 5 dernières années, si les jeunes d'une seule année se mobilisent, je crois qu'on peut comprendre pourquoi on est dans cette situation-là. Ce tableau noir que vous venez de dresser, ça montre un peu l'échec des politiques depuis le soleil des indépendances. Mais bien sûr, parce que simplement, l'héritage colonial, les premiers qui ont suivi après n'ont pas été capables de créer les ruptures. La politique, comme le rappelait Cheikh Abdoulaye Dièye, c'est l'art de générer des actions positives au profit de la société. Lorsque la politique a continué sur plus d'une cinquantaine d'années à être l'apanage d'hommes qui ne sont pas soucieux de la paix, de la justice, de l'équité, du développement, qui se sont beaucoup plus contentés pour enrichir une clique, pour enrichir un cercle restreint de partisans, qui se sont beaucoup plus signalés pour être en disposition favorable par rapport à une puissance coloniale qui n'existe plus, et qui ont été beaucoup plus laxistes lorsqu'il faut répondre aux besoins urgents de la jeunesse sénégalaise, aux besoins urgents des masses sénégalaises, de la famille. Je pense qu'on peut comprendre pourquoi il y a ce déchaînement de violence qui, à mon avis, n'est rien d'autre qu'un appel au secours. Parce que sur plusieurs années, ils ont appelé et on a épuisé le réservoir de patience de la société sénégalaise. Autrement dit, 63 ans. 63 ans, c'est une vie. Mais il faut des changements, cher Bamba Dièye. Il faut des changements. Et les changements devraient venir du haut pour tout simplement atteindre le bas. Mais bien sûr, il le faut. Et c'est l'exigence de tout le Sénégal. Rendez-vous compte que si on réduit l'espace-temps jusqu'en 2000, en 2000, c'est la jeunesse sénégalaise qui s'est mobilisée pour créer la première alternance. Autour de quoi? Du développement, d'une qualité de vie meilleure, de l'emploi, de la démocratie, d'un état de droit. 10 années après, cette même jeunesse a été obligée, convoquée encore par la même classe politique, à se rebeller, à payer le prix du sang, des blessés, des morts. Pourquoi encore? Pour la reddition des comptes, pour une gestion sobre et vertueuse, pour qu'on ne mette pas le parti au-dessus de la patrie. Toutes ces questions-là, 10 années encore après, on convoque encore la jeunesse sénégalaise, on convoque les masses sénégalaises pour un même combat par la même classe politique, avec aucune garantie qu'ils ont compris les leçons des indépendances à nos jours. Et c'est ça le paradoxe sénégalais. Je pense que la société sénégalaise est largement en avance par rapport à la classe politique. Cette classe politique est dans les bases de l'avant-indépendance. Elle est engluée dans la recherche du pouvoir, dans l'exercice du pouvoir, dans l'aise et l'aisance qui va avec le pouvoir. Parce que simplement, on pense que la quête du pouvoir, une fois qu'on y est, on s'installe et on oublie ce pourquoi on a convoqué les Sénégalais pour qu'ils votent pour tel ou tel individu. Et sinon, on ne comprend pas pourquoi les leçons de 2000 n'ont pas été retenues, les leçons de 2011-2012 n'ont pas été retenues, et même la dernière leçon du 23 mars n'a pas été retenue. C'est un retour à la case départ. Mais absolument, parce que l'esprit partisan et le goût de jouissance font oublier aux acteurs politiques les urgences nationales. Et il faudrait qu'ensemble,
toute la société, et particulièrement les élites et la classe politique, que nous prenions pour cette fois-ci le parti du Sénégal. Parce que la politique, dois-je encore le rappeler, est un engagement. C'est un idéal de vie. C'est un citoyen qui décide parce qu'il pense qu'il a les idées, la qualité, le comportement, le vécu et la capacité d'aider son pays, qui renonce à tout pour s'engager en politique. Il ne faudrait jamais, jamais qu'on oublie ce pourquoi on s'est engagé, et il faudrait de manière urgente. Et la réponse cinglante de la jeunesse sénégalaise à l'endroit de toute la classe politique, ces dernières semaines, est un signal pour que si jamais nous ne réagissons pas, si jamais nous ne mobilisons pas les ressources, les ressources publiques, l'intelligence que nous avons, les énergies disponibles pour enfin et une bonne fois pour toutes régler les questions que se pose la jeunesse sénégalaise, je ne pense pas que nous aurons un avenir. Il y a ces affrontements qui ont eu lieu, ces affrontements violents. Officiellement, 17 victimes. Beaucoup de choses à analyser. Commençons d'abord par le bas, autrement dit, la jeunesse et même l'enfance, parce que la moyenne d'âge des manifestants a largement baissé. Qu'est-ce que cela dénote? Cela dénote simplement une société qui a lâché prise. Qu'il n'y a plus d'État. Pas seulement qu'il n'y a plus d'État, mais avant même la question de l'État, c'est est-ce que nous avons été présents à côté de nos enfants? Parce que la citoyenneté, elle n'est pas innée. Oui. On l'a construit dans le cercle familial, à l'école, dans la société, par les actes que posent les acteurs publics et particulièrement les décideurs au plus haut niveau de l'État. Nous avons laissé nos enfants dans une solitude extrême. Nous n'avons plus partagé un idéal de vie commun, un projet national, une volonté commune de faire en sorte que chaque Sénégalais, quel que soit son niveau, quelle que soit sa situation, puisse se sentir concerné. Nous avons manqué de manière terrible d'empathie pour les classes défavorisées, pour la jeunesse, pour les réponses que nous aurions dû leur apporter. Et à mon niveau, cette faillite-là entraîne la conséquence immédiate, et non seulement la perte de confiance des jeunes par rapport à l'establishment, par rapport à l'État, et une situation de défiance. Je vous l'ai dit tantôt, rien que les 300 000 jeunes demandeurs d'emploi de cette année suffisent largement pour faire exploser la République. À mon avis, il y a besoin de savoir quelles sont nos priorités, et nous les savons. Nos priorités, Papa Lune, c'est aider la jeunesse, aider les citoyens sénégalais. Mais tout le monde le dit, depuis le soleil des indépendants, tout le monde le dit, chaque régime le dit. Ma priorité, c'est la jeunesse, mais on a toujours les mêmes mots, MAUX. Mais en réalité, c'est un discours creux. Les gens n'y croient pas. Sinon, comment comprendrais-tu que les combats de 2000 se répètent en 2011-2012 et que nous soyons aujourd'hui dans la même situation? Ça veut dire que les leçons n'ont jamais été retenues par la classe politique. C'est quoi le système? C'est quoi? C'est le système? Non, parce qu'il y a des vœux pieux en amont. Non, en réalité, je pense que le problème au Sénégal, c'est que nous avons abandonné ce que nous sommes. C'est quoi? Nous entrons en politique avec des idées et une perception du monde qui n'est pas la nôtre. Nous sommes éduqués dans nos familles autour de valeurs. Mon leader, Cheikh Abdoulaye Dièye, m'a rappelé en me disant souvent que l'attitude, la concentration que tu as quand tu pries, une fois que tu as terminé, ne le laisse pas dans la mosquée. Sors avec. Il faut que nos habitudes, les valeurs que nous enseignent nos tariqas, que nous enseigne notre cursus éducatif, nos valeurs, il faut que ces valeurs-là habitent l'espace public. Il faut que le dirigeant, l'homme d'État, soit à l'image de ce que professait Cheikh Ahmadou Bamba Sidi Hadj Malick. Rien que Serigne Babacar nous disait en Wolof, sabab lu len te bu len sukkandikook yëngu yi. On fait beaucoup de bruit et on n'est pas dans la construction. On fait beaucoup de bruit et on n'est pas dans le mérite. On fait beaucoup de bruit et on est dans la disqualification des valeurs fils de ce pays. On fait beaucoup de bruit, mais on est dans l'esprit partisan.
on fait beaucoup de bruit, mais on est dans le mépris de la loi. On est dans le mépris des règles de droit que nous nous sommes librement données. On est dans le mépris même des citoyens sénégalais qui ont le courage de dire non et de s'opposer. Regarde la situation. On parlait tantôt de la jeunesse. Oui. Mais cette même précarité, presque toutes les catégories sociales le vivent. La classe politique en tant que telle, durant les 10 dernières années, même ouvrir une antenne quelque part pose problème. Avoir une salle pour faire une conférence pose problème. Organiser une marche pose problème. On ne peut pas enfermer tout le pays dans une marmite et les mettre sur le feu et mettre une charge dessus en disant aux Sénégalais, restez et souffrez parce que c'est moi qui suis au pouvoir. Ça, c'est la démocratie qui est en procès. Mais c'est tout le processus d'intégration, de valeurs communes, de partage et surtout aussi de respect du citoyen qui en parle. Nous avons des lois, oui. Nous avons une constitution, oui. Nous avons une architecture de l'État. Mais la qualité du rendu de l'homme politique, surtout quand il est au pouvoir, mais elle est dramatique. En réalité, c'est des prophètes quand ils sont dans l'opposition. Mais une fois qu'ils sont au pouvoir, ils deviennent tous des démons. Mais comment est-ce qu'on peut construire un pays dans cette dynamique-là? La question aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus le choix. Oui. Nous n'avons plus le choix parce que l'écrasante majorité des Sénégalais nous montrent au quotidien qu'ils ne sont plus dans les dispositions de nous laisser un instant de répit. Il y a la pression. Non, il n'y a même plus la pression. Il y a une épée de Damoclès sur la tête de chacun d'entre nous. Et au-delà de ce que nous sommes, c'est tout l'État, toute la nation qui est en péril. Vous, politique, êtes-vous conscient de cela? Si nous ne le sommes pas, alors j'ai peur pour le pays. Si nous ne le sommes pas, c'est que nous n'avons pas d'avenir. Et ensemble, il faudra que nous requalifions l'acteur politique au Sénégal. Il faut que nous les discriminions dans l'échelle des valeurs et dans ce que nous représentons. Il faut que chaque Sénégalais s'arme cette fois-ci d'une détermination qui, au-delà du combat pour l'état de droit, la démocratie, contre le troisième mandat et contre toutes les formes d'injustice, va au-delà de cela pour regarder maintenant chaque individu dans la classe politique. Il faut que nous soyons un peu plus intelligents. Je suis de l'opposition, je l'assume. Mais si je regarde même l'opposition, oui. Il y a quelques années, la plupart d'entre eux ont professé quelque part le troisième mandat, ou une partie d'entre eux. Le respect de la parole donnée, le discours. Et en cela, c'est cela qui est le danger aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'est tellement changé de chemise qu'en réalité, on ne peut même plus avoir la certitude que la personne qui parle a une once de crédibilité et une once de garantie par rapport aux impérieuses nécessités qui pèsent sur nos têtes. Et c'est là où nous devrons être extrêmement vigilants. Je crois que les jeunes commencent à le comprendre parce que ce que vit aujourd'hui l'État du Sénégal, ce que vit le pouvoir au Sénégal, mais c'est ce qui va attendre tout pouvoir qui viendra. Oui. C'est pourquoi il faudra que les règles de transparence, les règles de droit, la séparation des institutions, que l'exécutif prenne ses missions, les assume, que l'Assemblée nationale joue son rôle, mais que le système judiciaire soit hors de portée de l'action politique et des acteurs politiques. Pour qu'enfin, dans cette séparation qui est gage de stabilité, que nous puissions mobiliser l'argent public, les ressources publiques et les mettre au service de la nation. Mais vous savez, le danger, c'est quoi? Nous sommes obligés de nous battre aujourd'hui. Parce que ce qui se passe est inacceptable. Mais comment se battre? C'est avec intelligence qu'il faut se battre. Je crois que la leçon a été bien apprise par le pouvoir. Pour dire que, aujourd'hui, rien et rien d'autre que le droit, pas l'interprétation intéressée de la Constitution, importe dans ce pays. Les Sénégalais n'ont plus envie de voir quelqu'un s'amuser avec eux sur des enjeux aussi importants, premièrement. Deuxièmement, la bataille intelligente maintenant, c'est quoi? C'est essayer de préserver la paix civile, de préserver nos acquis, nos investissements onéreux que nous-mêmes nous allons devoir payer, de protéger les vies humaines, de protéger nos valeurs et de protéger notre identité. Et il est hors de question, à mon avis, et je pense que nous sommes tous d'accord, tout au moins dans le cadre de l'opposition, de baisser de vigilance, parce que dans la dynamique,
je suis pour qu'on aide le pouvoir, qu'on les accompagne, mais dans une seule et unique direction, c'est celui d'une lecture stricte de la loi, stricte de la Constitution, oui, dans le sens de stabiliser notre pays. Vous étiez au dialogue national, lancement du dialogue national, et en discours du président, il faut me demander de ne pas faire un troisième mandat. Comment avez-vous réagi en l'instant T, ou même après? J'ai eu deux niveaux de compréhension. La première, c'est ce que tous les Sénégalais ont ressenti en disant que si on vous honore par la loi, le vote, pour vous porter à la tête de la République, lorsque le moment est venu de libérer le plancher, vous pouvez tenir tous les types de discours, sauf celui-là. Parce que, en réalité, il doit beaucoup plus au Sénégal et il n'est pas en situation de demander au peuple sénégalais de le supplier pour qu'il puisse partir. Mais lorsque je descends dans les profondeurs, oui, je me dis qu'un acteur politique ne dit jamais une chose qui n'est pas dans sa tête. C'était improvisé? Non, ce n'était pas improvisé. Dans sa tête, c'est-à-dire? Quand un homme politique et un homme d'État ou un président de la République ouvre la perspective de ne pas être candidat comme la Constitution l'exige aujourd'hui pour avoir déjà épuisé 2 mandats, le seul fait qu'il ait donné une intonation dans cette dynamique-là, à mon avis, dit que dans sa tête, l'idée de ne pas se présenter est devenue une réalité. Alors, on va être intelligent. On va l'accompagner. L'accompagner par une pression positive, l'accompagner par une force de revendication et une dynamique de lutte qui ne va pas baisser, mais l'accompagner par aussi que les ressources que nous avons, les khalifs, la société civile, les intellectuels, les politiques, tous les ressorts que nous avons devront maintenant l'encadrer et aller dans cette brèche ouverte pour qu'il n'y ait d'autre choix que celui de constater qu'il a fini ses mandats et qu'on doit se préparer pour une alternance démocratique, transparente, inclusive, qui n'exclut personne. Parce que c'est dans la volonté de vouloir exclure X et Y qu'on en est arrivé là. Et il faut dire la vérité aussi. C'est la fin pour Macky Sall? J'espère que non. Il va continuer à vivre. Du régime, je veux dire. En tout cas, sont les signes de la fin? Je ne sais pas. Moi, je sais simplement que normalement, par rapport à la Constitution et aux règles de droit, pour l'élection présidentielle à venir, il n'est pas exigible qu'il soit candidat. Ça, c'est une constante. Que son parti maintenant trouve un candidat, que leur projet puisse continuer, ça, c'est de leur ressort. Mais la vérité et le constat que nous faisons, compte tenu de la lutte que nous avons menée en 2000, de celle-là dure que nous avons menée en 2011-2012, des morts que nous enregistrons, et je m'incline pieusement devant leur mémoire, devant les destructions de biens, les maisons qui sont brûlées, devant le terrible désarroi qui aujourd'hui s'est installé dans le pays, la peur généralisée qui s'est installée dans le pays, je crois qu'il nous doit non seulement de ne pas être candidat, mais il nous doit d'organiser sa sortie dans l'esprit de l'état de droit, dans l'esprit de la démocratie, avec toutes les règles de transparence, pour qu'enfin nous puissions avoir une élection présidentielle, non pas autour du non au 3e mandat, parce que pour moi c'est très réducteur, mais une élection présidentielle autour d'un projet, discuté, partagé, pour que chaque Sénégalais qui sent qu'il a une envie, une vision ou des initiatives pour le pays puisse le partager avec les Sénégalais. Pour que cette fois-ci, quand on fera le choix, que ce ne soit pas un choix par défaut, mais que ce soit un choix mûrement réfléchi sur la qualité de l'homme à apporter des solutions aux problèmes que nous avons, celui de la solidarité nationale, de la lutte contre la pauvreté, aux problèmes que nous avons en termes d'accès au logement. Parce que dites-vous bien, aujourd'hui nous avons au moins plus de 300 à 320, voire 50 000 déficits de logement dans le pays. Et à l'horizon 2029, on aura 500 000 besoins de maisons pour le pays. Les problèmes de sécurité
Il faut que nous ayons le temps de savoir ce que les candidats vont nous proposer pour la sécurité publique, pour la sécurité des biens et des services, pour la protection de nos données personnelles, pour rapport quelles sont les initiatives à prendre par rapport au big data, quelle est la posture et la position du Sénégal dans un monde interconnecté. Il faudra que nous ayons le temps de discuter de l'éducation, du projet national d'éducation, de formation et d'insertion, sur la qualité de la santé publique, sur le délai de temps qu'il faut avant d'être sauvé, sur nos urgences, ce que le Covid nous a montré. Il y a des questions importantes que la question du troisième mandat est en train d'occulter, et je ne souhaiterais pas que l'intrusion du président de la République dans cette élection nous amène encore à réduire l'élection présidentielle autour du non au troisième mandat. L'éducation, cher Bamba Dièye, elle est importante. Vous venez de lâcher le mot. L'éducation est plus que menacée. Le calendrier scolaire et même celui universitaire. Toutes les universités sont actuellement sous cloche jusqu'à nouvel ordre à cause des manifestations politiques. On a vécu le syndrome de 2011-2012, des mois et des mois également de grève. L'école était sous cloche. Même image, des images hideuses à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avec la destruction du savoir, un autodafé du savoir. Pourquoi les hommes politiques et intellectuels sont laconiques par rapport à ce fait qui est extrêmement grave? Ceux qui sont laconiques auront failli. Parce que ce qui s'est passé à l'université est inacceptable. C'est un attentat contre le Sénégal. C'est un attentat contre notre avenir. Et c'est un attentat contre les enfants de ce pays. Je crois que c'est le professeur Souleymane Bachir Diagne qui disait que l'école est l'usine de fabrique de demain. Si nous détruisons l'école sénégalaise, au rendez-vous de demain, où nos enfants devront entrer en concurrence avec le jeune coréen, avec le jeune chinois, avec l'américain, avec le français, n'avons-nous pas construit déjà un retard terrible pour nos enfants dans cette compétition impitoyable dans laquelle le monde est engagé? Le savoir, c'est la base de nos sociétés. Oui. Et il est inacceptable que l'université, ce patrimoine, ce temple du savoir, là où nos enfants sont formés, là où nous nous donnons une chance pour le futur, que cela puisse être un enjeu de conflit ou un enjeu de destruction. Et moi, j'interpelle l'État. Cette affaire-là, on ne peut pas laisser ça. Oui. Non, c'est inacceptable. Parce qu'on se bat, non pas contre Macky Sall, mais on se bat pour sauver le Sénégal. Et on ne peut pas sauver le Sénégal en dehors de l'université. Sauver le Sénégal, c'est d'abord sauver l'école. Et de ce point de vue-là, il y a un besoin de faire la lumière sur cette affaire-là. Toute la lumière est de mettre des sanctions au-delà de ce qui est possible. Sur ces 20 dernières années, oui, nous avons enregistré au moins 2 années blanches. 24 mois de salaire pour nos enfants. Un cadre supérieur, 24 mois de salaire, on la lui a amputé. Et ça fait 24 mois de croissance perdue. 24 mois de position dans le système concurrentiel mondial perdu. Mais on ne va pas se tirer une balle au pied. Il faut qu'on comprenne, et ça je m'adresse à tout le monde, il y a des domaines sur lesquels nous ne pouvons pas nous battre. Parce que nous avons déjà enregistré énormément de déficits là-dessus. L'école sénégalaise aujourd'hui est incapable de former en fonction même du besoin du monde de l'emploi. Il y a besoin de réorganiser notre système de formation et notre système d'enseignement supérieur. On a besoin de techniciens intermédiaires, de techniciens supérieurs. On a besoin d'ingénieurs. Et il faudrait que ce déficit-là, que nous puissions le combler. Brûler l'université, brûler la bibliothèque. Oui, les archives de l'université. Depuis 1957. Mais c'est la mémoire de l'université qui est partie. C'est inédit ce qui s'est passé. On va la constituer et la reconsidérer où? C'est comme si on avait mis un coup de gomme sur tout ce que l'université a été. Et sur tout ce que nous avons été. Et ça, c'est inacceptable. C'est pas du tout acceptable. Je ne sais pas en quelle langue il faudra le dire, mais à mon avis,
je pense qu'il faudra qu'on ait, à compter de cet instant, une religion de l'éducation. Vous savez, la religion de l'éducation, c'est quoi? C'est quoi? C'est ce qui se passe en Chine. C'est ce qui se passe en Corée. Tout est mobilisé pour donner du temps à nos enfants. Tout est mobilisé pour les former dans les meilleures conditions. Tout est mobilisé pour inclure dans leur tête l'esprit de compétition pour que demain la méritocratie puisse les différencier. Tout est mobilisé pour vivre dans le monde tel que le monde est aujourd'hui. Et j'ai rappelé il n'y a pas très longtemps dans une des télévisions que Cheikh Ahmadou Bamba disait que son arme par rapport à la toute-puissance coloniale, c'est la foi et le savoir. Et il rappelle que quiconque t'interdit l'accès au savoir, celui-là construit ta perte. Je peux accepter que l'Assemblée nationale flambe, mais que l'université, les écoles supérieures, une seule salle de classe flambe dans ce pays, moi je trouve cela inacceptable. Et il faudrait que nous soyons d'accord. C'est pourquoi je suis désolé. Aux indépendances, il y a une question essentielle qui aurait dû être posée, qui a été ratée. Les gens ont été plutôt dans le continuum du système de domination occidentale et ils ne se sont pas mis ensemble pour se dire que maintenant que nous sommes indépendants, qu'est-ce que nous allons faire? Où voulons-nous aller? Et pour y aller, quel type de Sénégalais devrons-nous former? Ce projet national-là, il faudra que nous en discutions. Il y a un embryon à travers les assises. Il y a un embryon dans la revendication des jeunes. Mais il est important. Et je le dis, je le répète, moi je crois qu'il y a 3 principes sur lesquels on doit fonder la nouvelle République et notre identité nationale. Premièrement, la méritocratie. Pour que les meilleurs d'entre nous puissent être au poste de responsabilité afin de tirer le pays vers le haut. La certitude de la sanction, qu'elle soit positive ou négative. Il est bon que les gens qui souffrent, qui triment, qui réussissent puissent être sanctionnés positivement. De la même manière, tous les risqueurs qui causent la déchéance de notre pays doivent être sanctionnés, quel que soit leur niveau de responsabilité et les forces occultes qui sont derrière pour les protéger. Et en 3e leçon, c'est bannir le mensonge. Vous savez ce qui nous a coûté tout cela? C'est qu'on ment souvent au peuple sénégalais. Qui est le on? Nous tous, particulièrement nous les acteurs politiques. Vous savez, dans mon livre Sénégal Thérapie pour un pays blessé, j'espère que les Sénégalais vont se souvenir de ce livre et vont le réactualiser. Je disais qu'il y a 4 éléments qui sont là, qui sont très mauvais pour le pays. Bëgg lu yomb, daw res, fan sàcc, faral tooñkat. Je répète, bëgg lu yomb, daw res, fan sàcc, faral tooñkat. Et tout ça dans un environnement de mensonges éhontés. L'empire du mensonge, hein, comme une Soufal. Ouais. Et c'est terrible. Tu peux entendre quelqu'un devant la télévision, devant le peuple sénégalais, mentir de manière éhontée. Moi, j'ai vécu à l'Assemblée nationale des choses que je ne peux pas comprendre. Je rappellerai par exemple, comment est-ce que tu peux nier devant le peuple sénégalais l'immunité parlementaire d'un député et revenir par la porte des dérobés, l'envoyer en prison ou le maintenir en prison et revenir par la porte des dérobés, lever son immunité parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est tout ça. Ce sont ces petits éléments-là. Comme on dit, ce sont les petits ruisseaux qui font... Ouais. Le diable est dans les détails. Mais bien sûr. Vous savez, aux États-Unis, ils ont un système qui est extrêmement important. Ils peuvent tolérer tout sauf le mensonge. Et Cheikh Ahmadou Bamba nous dit et nous rappelle que Bayi Fen moo gën jàng alxuraan. Bayi Fen moo gën jàng alxuraan. Alors moi, le 3e principe, c'est quiconque sera convaincu de mensonge, il faut qu'on ait des ressorts pour le destituer. À tous les niveaux. Parce que la première des sécurités, c'est celle-là qui, lorsqu'on se met devant le peuple sénégalais et qu'on parle en public, il faut qu'on mesure la responsabilité des propos qu'on tient. Et c'est dommage que l'on ne tient plus compte de l'envie des Sénégalais. C'est le peuple qui est souverain. De manière péremptoire, tout le monde le dit. Mais comment peux-tu comprendre l'aspiration légitime de milliers de Sénégalais par rapport à un acteur politique, que ce soit Cheikh Bamba Dièye, que ce soit Ousmane Sonko ou un autre? Mais c'est la liberté des Sénégalais. Vous et moi, nous devrons avoir l'humilité de l'accepter,
Parce que c'est ça le principe de la démocratie. Crois-tu qu'un acteur politique peut s'asseoir sur son pouvoir et décider que X ou Y n'a plus le droit d'exister politiquement dans ce pays? Et pourtant, durant ces 5 dernières années, c'est tout ce que nous avons vécu dans ce pays. Oui. Donc, il y a besoin de nous ressaisir. Nous sommes un pays de paix. Et je crois, et je fais le pari sur le fait que le monde sénégalais saura trouver les ressorts pour sortir de cette impasse, pour sortir de cette spirale de violence, pour sortir de ce cycle infernal qui ne reflète en rien le Sénégalais tel que nous l'aimons, tel que nous l'adorons. Le dialogue est-il impératif pour soigner toutes ces violences? Mais bien sûr. Le dialogue. Mais bien sûr. Mais quel dialogue? Un dialogue franc. Mais bien sûr. Pas en l'heure. Mais un dialogue franc, c'est nous qui devons l'imposer. Vous croyez que moi, du haut de l'expérience que j'ai de la politique sénégalaise, j'accepterais de me faire rouler dans la farine par un acteur politique? Y a-t-il des gages? Non, je n'ai pas besoin de gages. Moi, je suis comme saint Thomas. Je vais seulement croire à ce que je vois. Ouais. Si ce que je vois n'est pas dans la dynamique de ce qui construit la paix dans ce pays, mais tout le monde m'entendra. Je n'ai pas de concession à faire à qui que ce soit, pas de compromission à faire à qui que ce soit. Je ne prends le parti de personne. Aujourd'hui, je ne prends le parti que du Sénégal. C'est parce que je suis inquiet que je parle avec tout le monde. C'est parce que je suis inquiet que je vais au dialogue. Parce que chaque instant, chaque situation pour moi doit être une situation mise à profit pour retrouver le calme, la sérénité et laisser les Sénégalais vaquer à leurs occupations. La Théobas qui pointe, si on ne les aide pas, c'est une triple, voire une quadruple peine qu'on met sur la tête. Et qu'un Todjufidara dans ce pays, un acteur politique ne mérite pas qu'un Sénégalais meure. Parce que pendant 63 ans, moi et tous les autres, aucun d'entre nous n'a été capable de sauver le Sénégal de la spirale de la pauvreté, du sous-développement, de l'indigence, de l'état de droit déficient, d'un système judiciaire complètement déstabilisé, d'une Assemblée nationale qui ne répond à rien et de l'hypertrophie d'un exécutif. C'est ça la réalité du Sénégal et c'est ça le rendu de l'homme politique sénégalais. Aujourd'hui, ce que tout le monde dit, c'est ça la vérité. Les Sénégalais veulent autre chose et cette fois-ci, ils ne se contentent pas de dire qu'ils le veulent, ils l'imposent. Oui. Moi, tu sais, j'ai pitié de l'homme politique sénégalais, j'ai pitié de moi. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec ça, comment allons-nous gérer ce pays? Il vous faut de l'exigence, vous, non, politique. On n'a plus le choix. Malheur à ceux qui avaient pris leur aise dans l'ancienne forme de faire de la politique. Malheur à eux. Parce que la chute sera brutale. Parce que c'est cela, la règle aujourd'hui dans le pays. Mais 3 semaines pour régler tout le mal, émis tout à l'heure, cela est-il mission impossible? 3 semaines. Mais avant le 25 juin. Mais si on était sérieux, si on veut vraiment avancer, on n'a même pas besoin de 3 semaines. Parce que les gens ont déjà dialogué. Vous et moi, si on ne se trompe pas, si on n'est en train pas de faire du cinéma, vous savez, je sais ce qu'il faut faire dans ce pays pour que la paix revienne. C'est quoi? C'est très simple. Organiser des élections transparentes où on ne nous parlera pas de 3e mandat, où on respectera la lettre et l'esprit de la Constitution, et on fera de sorte de régler définitivement la question du parrainage, qui est un crible discriminatoire, régler la question de la caution, réformer les articles 29, 30 et R57, et ensuite faire en sorte d'avoir un bulletin unique et nous positionner sur qui organise les élections. Mais vous ne parlez que de la politique. Non, mais attends, parce qu'aujourd'hui, c'est la politique qui est la base de notre problème. Si vous réglez ce problème-là, tout le reste, c'est des questions de projet. Et ces projets-là, c'est à la présidentielle qu'il faut la faire valoir. Le problème que nous avons, ce n'est pas un problème de dialogue sur l'économie. Fondamentalement, l'urgence aujourd'hui est une urgence politique. Il ne faut pas qu'on se trompe. Avec un grand P. Parce qu'il y a l'économie, parce qu'il y a le chômage, il y a les libertés. Et cette urgence politique, il y a la justice. Une fois qu'on la règle, elle doit nécessairement déboucher sur un autre Sénégal à travers une compétition pour la présidentielle équilibrée,
juste, transparente et inclusive, pour laquelle tous les acteurs politiques qui le désirent pourront participer et pourront faire valoir leurs projets. On aura une élection, comme je l'ai dit, je le répète, tournée sur des projets, centrée sur des projets, sur le futur, sur l'avenir, sur la nouvelle donne pour le pays, sur les réponses à apporter à la jeunesse et l'urgence qu'il faut pour apporter ces réponses, mais qu'on n'aura pas des élections par défaut. Une fois qu'on a réglé ce problème, la question de l'économique, la disponibilité que nous avons, que nous devons avoir pour la préférence nationale, pour que les capitaines d'industrie sénégalaises puissent se retrouver et se sentir au cœur du dispositif économique, pour que les syndicats, la société civile, pour que les acteurs à tous les niveaux se mettent ensemble. C'est cela qu'il faut, mais on l'aura après. Parce que sinon, dans cette dynamique du Dangay Dof Dof, le Mal Dof, on a fracturé le pays. On a scindé ce pays en deux camps. Et avec ça, on ne construit rien de bon. Si nous voulons avancer, si nous voulons ensemble construire ce pays et utiliser à bon escient les ressources naturelles liées au pétrole, au gaz et à toute autre forme de minerai que nous avons, mais il faut que nous transcendions ce problème politique-là d'abord. Et qu'ensuite, que nous puissions construire un pays ensemble avec les 17 ou 18 millions de Sénégalais et non pas avec une partie. Parce que l'esprit partisan a complètement laminé ce pays. Et il faut une nation unie pour être devant. Parce que pendant que nous nous battons, pourquoi cette instabilité-là est extrêmement mauvaise pour l'économie sénégalaise, pour l'emploi, pour la sécurité de notre pays? C'est que pendant que nous nous battons, c'est en ce moment-là que les resquilleurs étrangers et tous les filous de la finance internationale vont se jeter sur nous. Pendant que nous nous battons, ils vont régler leurs problèmes. Et quand on pensera, quand on comprendra qu'il faut que nous dialoguions pour être en paix, on se retrouvera avec rien du tout. Et on n'a pas le droit parce qu'on a des priorités. La priorité, c'est régler cette question. Et on n'a même pas besoin de 15 jours. On va se contenter de 15 jours, parce que c'est ça la dynamique. Et j'espère qu'au-delà des 15 jours, le discours du président de la République va donner comme le début d'une nouvelle ère pour le Sénégal, où nous aurons la certitude que nous aurons une élection transparente, inclusive, et que nous aurons la certitude que plus jamais le politique n'interférera dans le dispositif du judiciaire et que l'Assemblée nationale sera là pour voter des lois conformes aux aspirations et que les acteurs de la vie politique seront là pour mobiliser toutes les énergies pour régler la question de l'emploi, la question de l'habitat, la question de la sécurité, de la santé, de l'éducation, entre autres priorités. Mais pour le moment, cher Bamba Dièye, pour le moment T, que faire? Nous sommes face à une impasse politique. Le Sénégal vit dans un état d'urgence non déclaré. L'économie est au rabais. L'éducation ne marche pas jusqu'à maintenant. Que faire actuellement, moment T, en attendant un peu les conclusions de ce dialogue national? Mais les gens n'attendent pas les conclusions du dialogue national. Tous ceux qui ont un pouvoir aussi minime, et ça je voulais le dire pour vous rassurer, tous ceux qui comptent au Sénégal ont pris leur bâton de pèlerin. C'est la médiation religieuse. C'est toutes les formes de médiation possibles et imaginables. Pensez-vous que ça va apporter, il est souhaitable que ça aboutisse à quelque chose. Parce que le cas échéant, ce qui se présente devant nous n'augure rien de bon. Il faudrait que toutes les bonnes volontés qui ont commencé à faire ce qu'il faut pour qu'on aille vers un retour à la normale, qu'ils puissent le faire. À eux tous, je rappellerai simplement que la paix doit avoir pour soubassement la vérité. Pas de compromission, pas d'arrangement circonstancié, mais la vérité. La stricte vérité, c'est celle-là qui est le garant de la paix et qui va équilibrer ce pays et rendre justice à tout le monde pour que chacun sache raison garder, reste dans les limites de ses droits, devoirs et obligations et que tous ensemble, nous concourons à stabiliser notre pays. Merci beaucoup, cher Bamba Dièye. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir de discuter avec vous. Et merci beaucoup pour votre disponibilité.
Merci également à la noblesse anodine, celle qui nous a permis un peu de réaliser cette émission ici à Afrotech, émission qui s'ancre sur l'actualité brûlante avec les manifestations, avec les destructions, pris pour la paix, la paix, la paix pour le Sénégal. Merci à la noblesse anodine, Pape et Sidignan et Seri Salioudem et Laï Diouf qui nous ont permis un peu de réaliser cette émission. Continuez de suivre les programmes sur ITV.